Monsieur le ministre, Monsieur le recteur, Madame, vice-consul de la Fédération de l'UFI, Monsieur le consul de Tunis, c'est Afaoui, Monsieur le directeur, professeur Chedi, directeur d'école de mines, chers amis, chers collègues, chers élèves, permettez-moi de souhaiter la bienvenue au professeur Abdel Benachnou, notre gratitude et nos remerciements à l'entreprise portugaise d'Annaba pour le sponsoring. Permettez-moi de remercier le professeur Abdel Benachnou d'avoir accepté de faire le déplacement jusqu'à Annaba pour nous présenter une conférence débat sur les nouveaux défis du développement local en Algérie. Les raisons qui président au choix du thème et au choix de la personne idoine, la première raison, c'est l'importance et l'actualité du thème durant cette période très sensible en Algérie. La deuxième raison, c'est le passage du professeur Abdel Benachnou au Forum des libertés et la publication d'une synthèse dans ce quotidien en abordant le développement local d'une manière générale. Et la troisième raison, c'est après une synthèse et un bilan de mes collègues universitaires et amis qui ont eu la chance de faire des mandats, un passage en tant que membre, en tant que président d'APC et d'API, ils ont constaté les manifestations financières de faiblesse qui se montrent à trois niveaux, à travers la critique suivante. Le premier niveau, c'est les sources de financement, tant tarifaires que subventionnels, tant externes qu'externes, qui sont éclatés, étriqués et très faibles. Le deuxième niveau, c'est les dépenses locaux de fonctionnement sont limités, encadrés et orientés. Et là où se situe le véritable problème, c'est le cadre juridique et comptable qui est très contraignant et globalement anachronique parce qu'il y a une inadéquation entre les prévisions et les réalisations. Et ce qui engendre bien sûr ce qu'on appelle un déficit de management ou un sous-management. À cet effet, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir une personnalité d'obédience internationale, une personnalité professeur agrégé en économie, professeur Benachnou, ex-conseiller aux affaires économiques au niveau de la présidence de la République. Il était aussi ministre des Finances. Ministre des Finances, il en a démissionné. J'ouvre une petite parenthèse à travers des législatifs. Un économiste autrichien qui a eu le prix Nobel d'économie en 1914 sur ses travaux sur la conjoncture, Frédéric Hayek, avait dit: un économiste qui n'est qu'économiste peut devenir une gêne, si ce n'est un danger. Je ferme la parenthèse. En faisant parler des chiffres, avec une capacité d'analyse et de synthèse exemplaire, le professeur Benachnou va nous éclairer sur les différents aspects, domaines, formes du développement local. Il va nous expliciter les insuffisances, les contraintes, les enjeux et les défis du développement local, bien sûr en tenant compte des enseignements que l'on peut tirer des expériences étrangères, bien sûr en les adaptant aux spécificités socioculturelles de notre région. Sachant bien sûr que certains économistes, pour eux, le développement local, c'est une alternative à la mondialisation. Pour d'autres, c'est le socle du développement et un des facteurs locaux de la vie politique nationale. Et si c'est nécessaire, pour être juste, émaner du local humain et ne saurait résulter du volontarisme d'en haut, ni être régenté d'en haut. Sincèrement, il m'est difficile de parler et de disserter de l'économie de développement en présence
d'une personne qui a marqué toute l'histoire économique post-indépendante de l'Algérie, en présence de notre aîné, en présence d'une personne qui a marqué toute une génération d'universitaires maghrébins, sociologues, économistes et juristes. La parole est à vous, Monsieur le ministre. Merci. Vous avez une heure. En essayant vos minutes. D'abord, je tiens, monsieur le directeur de l'école préparatoire, à vous remercier pour cette invitation. Elle était pour moi importante parce que vous avez signalé que nous étions dans une période importante pour la vie du pays, bien sûr. Période qui doit être propice au dialogue, doit être propice à l'échange d'analyse, à l'échange d'invectives. J'ai exprimé hier devant les amis ma position sur la période. Je suis pour la stabilité, mais je suis contre le statut. Stabilité. Mais la stabilité ne signifie pas le statu quo. Stabilité signifie au contraire qu'on met à profit la stabilité pour enrichir nos politiques, pour dialoguer sur les politiques et pour développer de nouvelles choses. Nouvelles choses au sens de la politique économique et sociale, puisque c'est ce qui me concerne le plus. Donc la stabilité, mes chers collègues, chers étudiants, monsieur le recteur, stabilité n'est pas le statu quo. J'aurais peut-être à revenir au cours du débat sur cette question qui est pour moi tout à fait essentielle dans la période que nous vivons. Je reviens au sujet qui m'a intéressé et que j'ai proposé à monsieur le directeur. Développement local. L'Algérie de 2014, évidemment, ne ressemble pas à l'Algérie de 2000 ou à l'Algérie de 1990. C'est même pour la peine de... Le pays a été transformé. Il a été transformé en profondeur. Parce que nous en avons eu les moyens et la volonté. La volonté sans moyens stérile et les moyens sans volonté, c'est le gaspillage. Donc le pays a changé. Le pays a changé, mais il faut mettre un bémol à ce changement en disant que les différents territoires de notre pays n'ont pas changé avec la même rapidité ni avec la même intensité. Pour des raisons multiples. Je regardais monsieur le consul de Tunisie et je pensais à ce qui a fait, entre autres causes, le fondement de la révolution tunisienne. C'est évidemment les inégalités territoriales. N'est-ce pas, monsieur le consul? Donc, sachant que l'Algérie est un pays relativement récent, pas d'histoire ancienne, pays, construction nationale. Je suis de ceux qui sont très très attentifs à cette question des équilibres territoriaux. Et c'est de ça que je souhaite vous parler dans cette envie de dialogue dont je parlais tout à l'heure. Alors, si on veut définir le développement local, qu'il s'agisse du territoire X ou territoire Y, il y a Z, il y a W, peu importe. Il y a deux aspects, pour simplifier. Il y a toujours deux aspects du développement local et qui sont liés. Le premier aspect, c'est le développement du service public. Service public. C'est-à-dire l'éducation,
l'éducation, la santé, la sécurité. Sécurité, c'est important. Souvent, parce que nous avons la mémoire courte, nous oublions un certain nombre de choses. Et ce matin, je m'entretenais avec quelqu'un qui me dit les problèmes de sécurité, attention, hein, c'est très important. Je sais que c'est très important. Donc, éducation, formation, santé, sécurité, infrastructure, c'est ça la sphère du service public. Infrastructure, c'est-à-dire les routes, les transports, l'eau, l'énergie. Je suis certain que certains d'entre vous ont oublié qu'au début des années 2000, et sans vouloir, au début des années 2000, il y avait des tas de régions d'Algérie, de villes d'Algérie qui avaient de l'eau une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. On a tendance à oublier. Et je n'attribue cela à personne, je l'attribue à tout le monde. Tout le monde a travaillé et tout le monde a fait qu'on est arrivé là. Donc l'eau, l'énergie, les transports, les télécoms. Je suis arrivé au gouvernement pour avoir un téléphone portable. Là, c'est le Osman. Il fallait Mohamed, qui était ministre des télécoms. Alors il fallait connaître Mohamed Moulaoui pour avoir une ligne de téléphone. Il y a Mohamed Moulaoui, il faut que j'appelle la frangine. Donc il y a 25 millions de téléphones qui courent dans les rues. Ça, c'est pas fait tout seul. Tout ça pour dire qu'il y a le premier aspect, c'est la sphère du service public. Elle s'est améliorée, mais elle ne s'est pas améliorée, je vais y revenir de façon égale sur l'ensemble du territoire national. Il y a des différences. Et il y a des différences notables. Et il y a des différences inacceptables d'un point de vue politique. Il y a la sphère économique. Donc il y a la sphère du service développement local, c'est le service public d'un côté, c'est la sphère économique de l'autre. C'est quoi la sphère économique? Pour simplifier, c'est l'exploitation agricole, l'usine et les services modernes. Hein. Alors elle aussi, cette sphère est importante. C'est d'abord l'agriculture. Et je tiens à Sylvain Asman à insister beaucoup sur l'agriculture. Parce que jamais nous n'avons été aussi fragiles que maintenant. Pas par rapport à nous-mêmes. S'il y a eu des améliorations, des choses se sont passées, on a mis des sous dans l'agriculture, c'est très bien, c'est très bien. Le problème, c'est que le monde a changé. Et jamais le marché mondial des produits alimentaires n'a été aussi dangereux pour nous que maintenant. Je répète, parce que c'est très important. Jamais le marché mondial des produits alimentaires n'a été aussi dangereux pour nous que maintenant. Pour une raison très simple, il y a des pays qui achètent de plus en plus, hein, ça s'appelle la Chine, ça s'appelle l'Inde, ça s'appelle tel et tel et tel pays, et la production mondiale n'arrive pas à suivre, donc les prix sont en hausse. Donc la question agricole en Algérie est une question centrale. Mon sentiment est qu'on ne lui prête pas l'attention nécessaire. Je reviendrai sur ce sujet parce qu'il est important. Donc voilà, quand on parle développement local, on parle service public et on parle sphère économique. Et dans la sphère économique, l'agriculture, l'industrie, les services, etc., Les deux sont liés, évidemment. Parce que vous ne pouvez pas avoir une sphère économique qui se développe valablement si vous n'avez pas un soutien du service public. Formation, infrastructure, université, relations avec les entreprises, etc., etc. Donc les deux sont bien liés, mais ils sont distincts. Et il y a une frontière. Il y a une frontière, il ne faut pas se tromper sur la frontière. Je vais vous dire pourquoi. Il ne faut pas que la sphère publique devienne envahissante. Parce que si elle devient envahissante, elle va saper le développement de la sphère économique. Je vais prendre deux exemples. Comme ça, vous savez exactement de quoi je parle.
J'ai quitté le gouvernement parce que je n'étais pas d'accord sur le financement de l'autoroute. Chacun le sait. C'était la deuxième fois que j'ai démissionné. Moi, je fais un récidiviste de la démission. J'ai démissionné 3 fois dans ma vie et 3 fois pour une raison valable. J'estime valable, en toute conscience, moi. Là, je prends le cas de l'autoroute. L'autoroute n'est pas un service public. La route nationale est un service public. Elle est gratuite. La route nationale, elle est gratuite. C'est un service public. L'hôpital est un service public. L'autoroute n'est pas un service public. Ça veut dire quoi, très concrètement? Je sais que ça va pas faire plaisir à certains dans la salle, mais je parle surtout aux jeunes. On est d'un nouvelle. L'autoroute est une facilitation. Ce n'est pas un service public. Celui qui prend l'autoroute doit payer. Comme ça se fait dans le monde entier. في تونس عندكم مجاني؟ ماش مجاني، خلصوا الفلوس. Donc il faut, entre citoyens, c'est ça le dialogue, se dire la vérité. L'autoroute est non pas un service public, c'est un service rendu au public. Il faut que le public s'acquitte du prix nécessaire. C'est tout. Voilà un premier exemple. Donc il faut savoir tracer la frontière. Deuxième exemple. Deuxième exemple, les choses évoluent. Pas suffisamment, mais elles évoluent. Le logement n'est pas un service public. L'État intervient pour aider les fractions les plus démunies de la population à accéder au logement, mais ce n'est pas un service public. Or, dans la tête de beaucoup de nos concitoyens, le logement c'est un service public. Mais en faisant cela, on pervertit totalement le fonctionnement du marché du logement. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'État, je suis sûr qu'à une base la même chose, parce que c'est pareil à peu près partout, quand l'État développe l'habitat social, il s'accapare des terres foncières qui manquent dans d'autres politiques du logement. Tout le monde n'est pas appelé à l'habitat social. Et je dis ça avec d'autant plus de force que je répète, l'Algérie des années 2000 n'est pas l'Algérie des années 2014. Il y a des gens qui sont parfaitement sarrafins, qui se sentent enrichis, et tant mieux pour eux. La répartition des revenus a changé. Et elle a beaucoup changé. Il faut lire les travaux d'OMS. L'OMS, elle fait des publications. Bon. Donc on ne doit pas traiter les citoyens de l'année 2014 comme on traitait les citoyens de l'année 2000. La discussion que j'avais avec M. le Président de la République dans les années 2000 était la suivante. Nous étions en train de réparer la société algérienne. Vous savez, ça veut dire réparer? Réparer, c'est-à-dire recoudre une société qui était déchirée. Attention, on a fini de recoudre. Alhamdoulilah. Il ne faut pas continuer à recoudre. Bien. Voilà ce que c'est le développement local. Faire bien attention, il y a la sphère économique, la sphère du service public, il y a des frontières entre les deux, et les frontières sont par nécessité évolutive. Par nécessité. Il faut que les routes nationales soient bien entretenues, c'est un service public. Mais celui qui prend l'autoroute doit payer pour qu'on puisse entretenir l'autoroute. Point. Et il y a d'autres exemples sur lesquels on peut discuter. Alors, quelle est notre expérience? Quelle est l'expérience algérienne en matière de développement local? Il y a 3 phases, je vais aller rapidement cette fois-ci, il y a 3 phases dans le développement local, dans l'expérience algérienne du développement local. Et monsieur le directeur, qui m'avait déjà vieilli avec la photo, m'a aussi vieilli en disant que j'ai suivi ça depuis 50 ans, ce qui est vrai. Nous avons eu 3 phases. La phase des années 70, et qui a duré pratiquement jusqu'au début de la crise de 84-85. Vous savez qu'on a eu une crise
84-85, lié à l'effondrement du prix du pétrole, à l'endettement, etc. Durant cette première phase 70-85, le développement local était pour l'essentiel dirigé par l'État, voulu par l'État, et il marchait sur les deux béquilles, sur les deux jambes. On avait d'un côté le développement du service public, mais on avait aussi le développement de la sphère économique à travers le secteur public. Si vous prenez l'histoire de Annaba, c'est ça. Annaba, c'est quoi? Je vous présente Annaba, c'est une ville extrêmement importante pour nous. C'est d'un côté le développement du service public et d'un autre côté le Hadjar ou Teba. Donc on marchait sur les deux pieds, service public, sphère économique, service public, sphère économique. Ça a duré jusqu'à l'ouverture de la crise 1985-1986. Ce développement local a touché toutes les régions d'Algérie. Je me souviens très bien, on disait attention, donc il fallait mettre des usines, même dans des endroits qui étaient limite invraisemblables. Mais c'était la politique qui était menée avec un rééquilibrage de l'Algérie. Pour que les gens le sachent, 1970-1984, c'est un processus de développement et de rééquilibrage de l'Algérie, en termes de service public et sphère économique. Ensuite est venue la crise. La crise qui a commencé en 1985-86 et qui a duré tranquillement, on va dire, jusqu'à l'année 2000. Ça n'a rien à voir avec la présidence et les événements politiques, ça a à voir avec la macroéconomie et la macrofinance algérienne. Là, c'était très simple. Tout ou presque tout s'est arrêté. À la fois la sphère du service public et la sphère économique. Pourquoi? Parce que la crise nous a privés de moyens. On est resté en panne, comme une voiture sans essence. C'est une période très difficile. Période très difficile avec donc non seulement une panne, mais un recul, parce que ceux d'entre vous qui en ont ou un peu moins se souviennent des destructions massives liées au terrorisme. On oublie souvent ça, surtout les jeunes, ceux qui sont nés après. Ils n'ont pas vécu ça, donc ils ne savent pas qu'on a eu une période très dure où à la fois l'investissement stagnait parce qu'on n'avait pas les moyens, stagnait dans le service public et stagnait dans la sphère économique. Mais en plus, nous avions des destructions que j'avais évaluées à cette époque-là à peu près à 20 milliards de dollars. Bon, ça c'est la deuxième phase. C'est une phase, disons, liée à la décennie noire, liée aussi à des erreurs de gestion. Parce que c'est très important pour les jeunes de savoir que le problème n'est pas de ne pas faire d'erreurs. Le problème, c'est que quand on fait des erreurs, il faut les corriger très vite. C'est ça le problème, parce que tout pays, votre pays, madame, il fait des erreurs, mais il corrige. Vous êtes d'accord? En Tunisie aussi, partout les pays font des erreurs. Mais l'intelligence d'un pays, c'est pas de ne pas faire d'erreurs, c'est de corriger rapidement les erreurs. C'est ça l'intelligence. Donc il y a eu quelques erreurs qui nous ont conduit à cette période très difficile des années, disons que je trace entre 1985-86, avec le endettement, jusqu'à l'année 2000-2001. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le calendrier politique, hein. Ça a à voir avec la dynamique économique du pays. Et ensuite, on a eu la période de 2001 maintenant. Alors de ce point de vue-là, je vais vous dire ce qui est ma thèse, et que nous avons fait massivement et à grands frais un développement de la sphère du service public, et nous avons sous-estimé la sphère économique. Est-ce que vous voyez le problème? Si vous me dites,
Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé depuis 14 ans? C'est ça ma thèse, évidemment je peux le démontrer, mais il faut débattre là-dessus. Nous avons eu depuis 2001-2002 un développement massif de la sphère du service public dans tous les secteurs, l'éducation, la santé, les infrastructures, le téléphone, les télécoms, tout ce que vous voulez, la sphère du service public, l'université, monsieur le recteur, évidemment, hein, je n'ai même pas besoin de le signaler. Et puis la sphère économique est restée rabougrie. Rabougrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais vous donner des chiffres, comme ça monsieur Hassan sera content. Monsieur Hassan m'a dit hier, vous n'avez pas que je filme les projets. Regardez que je filme Marie. Donc, si on caractérise la période 2000-2014, qu'est-ce qu'on observe? On observe en fait, et ça c'est très important pour les territoires, c'est très important pour les territoires, on observe en fait que la sphère du service public s'est développée rapidement, à un coût appréciable, mais la sphère économique, c'est-à-dire là où on produit des richesses, l'agriculture, l'entreprise, celle-là elle s'est développée très doucement, pas assez vite. Donc on a un déséquilibre. Je vais vous donner un chiffre comme ça, vous savez. Si vous prenez 100 d'investissement dans ce pays, 100 dinars d'investissement, vous avez 60 dinars investis par l'État, sous différentes formes, les hôpitaux, les routes, tout ce que vous voulez. Vous avez 25 dinars investis par le secteur de l'énergie, c'est-à-dire son attraction à gaz, pour simplifier, hein, avec leurs associés ou tout ce que vous voulez. Hein? Alors, on peut revenir sur l'investissement dans le secteur de l'énergie, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et vous avez 15 dinars investis dans le reste de l'économie. Vous voyez le problème. 60 dinars investis sur 100 dinars, 60 dinars investis par l'État, 25 dinars investis par le secteur de l'énergie et 15 dinars investis dans le reste de l'économie. Eh bien ça, c'est pas bon. Ça veut dire que nous avons un déséquilibre structurel dans l'investissement en nature. Ça ne veut pas dire, monsieur le recteur, que je suis en train de contester qu'on construise des universités ou qu'on construise des hôpitaux. Non, c'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est que dans un pays, la sphère économique et la sphère du service public doivent aller relativement au même niveau. Il y a eu des rattrapages dans la sphère du service public, mais on peut discuter. Donc, on en est là. On en est là, c'est-à-dire que si on observe l'histoire récente de l'Algérie, nous avons eu une phase correspondant 1970, nationalisation des hydrocarbures 1985 à peu près, une progression relativement parallèle entre la sphère du service public et la sphère économique, au profit de l'ensemble des territoires. Je me souviens de discussions à cette époque, parce que je suis un peu vieux, on disait non, même avec le village, il faut mettre une usine. Gardez ma terre, prenez une usine. Je me souviens de discussions comme ça. Ensuite est venue la période terrible du terrorisme, où là, tout a stagné, et même dans certains cas, tout a reculé, en termes à la fois de service public. Il faut que les jeunes sachent qu'en raison du terrorisme, comme ça que les sirènes chantent quand il faut. Hein. On a eu 14 000 classes vides. Vous entendez les jeunes là-bas au fond? 14 000 classes vides. Vides pourquoi? À cause de la pression terroriste. Vous savez ce que ça veut dire une classe vide? Ça veut dire beaucoup. Je signale, parce que je vois beaucoup de jeunes filles, je me satisfais dans la salle,
qu'à cette époque-là, les jeunes filles n'étaient pas très autorisées à aller à l'école en milieu rural. Et on est arrivé à une situation, il faut que les jeunes le sachent. Ça me tolère à ça. On est arrivé à une situation où les mères étaient beaucoup plus alphabétisées que les petites filles. Des villages entiers où il était interdit aux petites filles d'aller à l'école. Il faut bien se souvenir, parce qu'un pays ne peut pas vivre sans mémoire. Un pays doit toujours garder la mémoire de ce qui s'est passé. Pendant presque une décennie, en milieu rural, les petites filles n'étaient pas autorisées d'aller à l'école. Les plus vieux d'entre nous se souviennent bien de ça. En raison de la pression qui était exercée. Bon. Alors, j'ai utilisé 25 minutes pour dire deux choses importantes. La question du développement local est une question fondamentale. C'est une question qui implique à la fois la sphère du service public, mais aussi la sphère économique. Et dans la sphère économique, je ne cesse pas d'insister sur la question du développement de l'agriculture. Pour la raison que j'ai citée, le marché mondial a évolué extrêmement vite. Et nous sommes dans une situation précaire malgré les investissements massifs qui ont été faits dans l'agriculture depuis 10 ans. Alors, bien qu'un économiste m'explique pourquoi, dans un pays où l'État a fait des investissements importants dans l'agriculture, la situation reste préoccupante. J'ai une explication, je vais vous la donner. Donc, si on voit les choses comme ça, on va se poser maintenant la question évidemment de l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut dire la vérité aux Algériens. C'est très important. Politique ou pas politique, candidat X, candidat Y, candidat Z, il faut dire la vérité aux Algériens. Et la vérité, ça ne consiste pas à dire, je vais en Kassar. Les Algériens, à la belle, ils sont très forts, Kassar. Non, la vérité, c'est de dire que le verre est un peu penché, et pour éviter que le verre ne se casse, il vaut mieux le redresser. Maintenez les jeunes. La politique, c'est quoi? On ne peut pas avoir un grand verre qui se développe tout le temps. Mais il faut redresser, il faut corriger. Chaque fois qu'il y a la possibilité de redresser, il faut redresser. Donc, que doit-on faire? Ça, après ce que j'ai décrit comme étant une situation avec des succès et avec quelques insuffisances. Les insuffisances étant que, de mon point de vue, l'investissement dans l'économie est resté en deçà par rapport à l'investissement dans le service public. C'est ça la thèse que je défends. L'investissement dans l'économie est resté en deçà par rapport à l'investissement dans le service public. Or, vous n'allez pas transformer tous les Algériens en fonctionnaires. Il va bien falloir investir dans la sphère économique pour pouvoir donner la chance aux jeunes qui sont derrière et qui sont dans, comment vous appelez ça, une préparation pour devenir, Inch'Allah, des chefs d'entreprise, etc. Des managers, des chefs d'entreprise. Donc il faut préparer. Ils ne vont pas tous devenir fonctionnaires. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, il vaut mieux éviter. Eh bien, chef d'entreprise, manager. Inch'Allah, alors, que faut-il? Je pense qu'il est très important maintenant de partir de cette idée qu'il faut équilibrer le service public et la sphère économique. C'est bien de ça qu'on parle. Il faut équilibrer le service public et la sphère économique. Comment ça peut se faire? D'abord, il faut, de mon point de vue, réajuster la sphère du service public.
Elle est pouvoir réajuster ça. Il y a quand même une sphère du service public, elle est importante. L'éducation, la santé, je répète, la sécurité, tout ça c'est bien. Il faut réajuster en faveur du développement local. C'est ça l'idée. Hein? D'abord, il faut passer des grands projets à des projets de taille un peu moins importante. La décennie du président Bouteflika, et j'assume ce que j'y ai fait et ce que j'y ai pas fait, la décennie du président Bouteflika a été une décennie des grands projets. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a eu? Autoroutes, les aéroports, les tramways, les dessalements, très bien. Très bien, je ne discute pas, c'est bien. Ça a été fait, c'est bien. Encore faut-il valoriser ce qui a été fait. Parce que un aéroport, ça se valorise, une autoroute, ça se valorise. Moi, j'ai des idées très précises sur la valorisation de la chose. C'était utile, c'était nécessaire. Très bien. Mais les jeunes, est-ce que vous savez que même une bonne idée peut être excessive? Même une bonne idée peut être excessive. Nous avons passé une décennie avec le président à faire des grands projets. Ah, là, c'est des hadi, le rail, c'est très bien, personne ne discute, c'est bien pour le pays. Attention, une bonne idée peut être excessive. Et ma thèse, que je peux démontrer pendant des heures, évidemment, c'est pas le lieu. Ma thèse est qu'il faut passer à une nouvelle génération de projets, de taille moins importante, plus valorisante pour le développement local. Alors, je vais vous raconter une histoire, surtout pour les jeunes. Les anciens connaissent. J'étais il n'y a pas très longtemps du côté de... à l'ouest du pays, dans le sud. Il y avait un vieux monsieur, خلي وليدي تيشكون قلت له انا مواطن خريج في الجامعه خلي جلس نهار وشويه هذا الفيو monsieur خليه يشوف يا وليدي خلي تعرف شحال الجزائر كل نعرف المعلم خليك ترجع كل نهار قل لهم احنا واش يهمنا il faut absolument donner des moyens de vivre à la population. Qu'est-ce qu'il voulait me dire, Cheikh? Il voulait me dire, les grands projets, c'est très bien, etc. Mais nos jeunes, qu'est-ce qu'ils ont à affiche de l'autoroute Est-Ouest s'ils sont amenés à Bâle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut qu'on soit attentif maintenant à ces problèmes qui sont des problèmes locaux. Vous savez bien, vous êtes tous des citoyens comme moi, vous savez très bien qu'actuellement il y a une espèce de malaise dans différents territoires du pays. Donc il faut insister sur le développement local. Un peu plus. Ça ne veut pas dire qu'est-ce c'est progressivement. Je le redresse. Donc il faut aller des grands projets vers des moyens et petits projets. Pourquoi? Eh bien parce que les grands projets, pour l'essentiel, et quand je dis l'essentiel, c'est 95% des cas sont fabriqués par les étrangers. Vous êtes d'accord? Les grands projets sont fabriqués par les étrangers. Il est temps d'aller vers une nouvelle famille de projets moyens ou petits que nous puissions fabriquer nous-mêmes. C'est très important. Alors je ne dis pas qu'il faut renoncer totalement à tous les grands projets, etc. Non, ce qui est en marche, on punit, mais il faut renoncer à remettre des grands projets dans la machine, d'abord parce que ça coûte cher, ensuite parce que ça a un impact direct sur les importations, ensuite parce qu'on ne maîtrise pas les coûts, etc. etc. Donc c'est ça, dans la sphère publique.
La deuxième chose, je parlais tout à l'heure de la sphère publique, il y a deux réformes qui me paraissent indispensables dans la sphère publique. Il faut développer la formation professionnelle. Il faut développer la formation professionnelle. Le pays est démuni. Il ne faut pas vous faire d'illusions avec le pays est démuni en matière d'expertise professionnelle. Je dis démuni, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien, mais il n'est pas suffisamment. Alors on assiste à ce paradoxe, c'est maudit. On assiste à ce paradoxe extraordinaire que si vous êtes à Alger, par exemple, vous êtes dans une grande ville, il faut que tu les gérer pour faire de façon très correcte. Je ne dis pas magnifique, très correcte. Enfin, tous les métiers liés au bâtiment et autres métiers. Et alors le paradoxe, monsieur le directeur, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, avec quelques amis, on regardait un chantier, on disait « Wesh qrayt, هذاك اللي كان يطبع في الزلاج ». Alors moi je suis diplômé d'enseignement supérieur. Diplômé d'enseignement supérieur et tu finis à mettre du carrelage sur le mur. Même met du carrelage sur le mur. Ça c'est ma conviction, monsieur le directeur. La taille de notre enseignement supérieur doit être réfléchie. Je dis que je ne prends pas de position. Je ne prends pas de position. En tout cas, il faut un débat très très sérieux sur la taille de notre enseignement supérieur. Non par lui-même, mais par rapport à la taille de notre formation professionnelle. Quel sens y a-t-il, monsieur le recteur, excusez-moi, quel sens y a-t-il à avoir dans certaines universités des amphithéâtres entiers pleins de jeunes femmes, que je respecte beaucoup, sciences islamiques? Très bien. Quel est leur avenir? Je pose la question. C'est beaucoup de gens. Moi, je veux bien la science islamique, on a toujours besoin de quelqu'un qui est servi de nachoui. Donc, ça me chie, il faut se reculer. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on prenne un peu de temps pour réfléchir à la taille et à la structure de notre enseignement supérieur par rapport à la taille et à la structure de notre système de formation professionnelle. C'est un point important. C'est un point extrêmement important. Je suis loin de penser que les gens n'ont pas le droit à l'enseignement supérieur, etc. Mais quand vous avez des étudiantes, c'est de celles d'elles qu'il s'agit aussi, qui sont dans certaines universités que je connais à l'intérieur du pays et qui sont étudiantes en sciences islamiques. Quel est leur avenir? Quel est leur avenir? Je pose cette question parce qu'elle a du sens. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ça, et puis je pense qu'en matière de sphère publique, de taille de sphère publique, de structure de la sphère publique, etc., le service public, je crois que je réévoque pour la discussion la question du logement. La question du logement. Il n'est écrit dans aucune constitution du monde que lorsqu'un pays évolue, parce que l'Algérie évolue sous nos yeux, l'habitat social reste la forme dominante. Au nom de quoi? Au nom de quoi est-ce que l'État est en charge de loger les citoyens? Je suis sûr qu'en Tunisie, je suis clair, ah oui, c'est conçu. Au nom de quoi? Est-ce qu'il est écrit dans un texte sacré que l'État algérien doit loger tout le monde? Il faut, je suis d'accord, pour protéger la partie de la population qui en a le plus besoin.
Mais il faut faciliter les autres formes d'accès au logement. Une des mesures de facilitation, c'est évidemment le foncier. Il a tout fait le foncier, mais qu'à Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la question fondamentale de la gestion du foncier dans la politique du logement. Mais dans un certain nombre de grandes villes algériennes que je connais, vous avez un mètre carré ici qui coûte 2500 dinars, hein, le mètre carré. Bagdad à 15 mètres, 20 mètres, vous avez le même mètre carré, ils sont à 20 mètres l'un de l'autre, qui coûte à l'heure actuelle 150 000 dinars. Alors expliquez-moi, quelle est la rationalité économique qui fait qu'un mètre carré ici coûte 2500 dinars ou l'autre Bagdad 15 000 dinars, 150 000 dinars. Alors je ne dis pas, je suis trop vieux pour faire la révolution. Si j'avais voulu la faire, il fallait la faire avant. Mais je dis simplement qu'il y a des problèmes économiques très sérieux qui sont en train de se poser et qu'il faut regarder de très très près. Maintenant, la question de l'affectation des ressources foncières à la politique du logement de notre pays. Ça me paraît absolument fondamental. Alors on peut en discuter beaucoup, etc. Ça, c'est du côté de la sphère publique, il faut rationaliser, il faut regarder l'enseignement supérieur dans le détail, notamment la question des œuvres sociales. Avec certains amis, on en parle beaucoup. Les œuvres sociales, c'est un débat infini. J'ai encore 19 minutes, hein. Pourquoi je ne peux pas regarder passer la nouvelle? La dynamisation de la sphère économique. J'ai parlé de l'agriculture. C'est un problème extrêmement sérieux. Le problème est résolu à moitié. Nous sommes un pays un peu d'idéologues. Vous savez, c'est les idéologues, c'est les gens qui croient que les idées humaines coulent. Nous avons toujours cru, depuis l'indépendance jusqu'au moment où je vous parle, que la question de l'agriculture en Algérie était une question de statut de la terre. La révolution agraire, je dis pas que c'est pas important. Je dis simplement que ce n'est que la moitié du problème. L'autre moitié, c'est la question de l'efficacité de la production et surtout de la commercialisation des produits agricoles. Commercialisation des produits agricoles. Alors moi, ma position elle est connue, je l'aurais fait de mon goût. Tant que nous restons, en tant qu'État, omnubilés, pardon, j'arrête ça tout de suite. C'est bien. L'année 2000, pour avoir un téléphone comme ça, il fallait connaître Mohamed Barlaoui. Et encore, تعرضوا الشبهتين فاسي محمد كان الله يهديك. Je vous dis ça parce qu'il faut que les jeunes le sachent aussi. Parce que souvent les jeunes s'imaginent que chez nous, la question du statut de la terre sur laquelle on est, c'est Chine. Hein? La question du statut de la terre n'est qu'une moitié du problème de l'agriculture. L'autre moitié étant l'élévation technique de cette agriculture et la commercialisation du produit agricole. La commercialisation du produit agricole. Alors je vais vous dire ce qui est ma théorie. Ma conviction, c'est que depuis une dizaine d'années, personne n'a contesté le fait qu'il fallait investir dans l'agriculture. Personne n'a contesté ça. Mais quand on regarde les résultats sur les marchés, on reste un peu inquiet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effort que l'État a fait, c'est Saïd Barkat ou l'autre ministre,
بن عيسى الله يذكره بخير وتبقوا شكون راح نوري هذه كامل. C'est pas eux que je suis en train de. Je dis simplement que la question de l'agriculture n'est pas qu'un problème foncier. C'est un problème d'organisation de l'ensemble de la filière. Alors je vais vous donner un exemple. Moi je suis de Tlemcen, vous savez tous. Ah si, à Tlemcen il y a un village qui s'appelle Bnismous là-bas. Ils font des cerises. Et la cerise elle démarre, je ne sais pas, à X, puis Bnismous, parce qu'ils ont de la belle cerise, puis Bnismous. Elle démarre à X, et ici il se va à 4X. Il n'y a pas de maîtrise du développement agricole sans maîtrise conjointe et de la production et de la commercialisation. Maintenant, pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire que vous savez ça, on aime ça. Ça vient de la guerre, hein? On aime bien notre arbre. Et ben moi je m'en fous d'idéologie. Je veux que la cerise vendue 4X à Alger profite aux producteurs de Bnismous plutôt qu'à l'intermédiaire, Niji Amr al-Kamion, ou le Dorha, et tout ça c'est informel, hein? Donc nous devons en matière d'agriculture porter un regard très très sérieux sur les questions de commercialisation, d'accès au carreau, de toutes ces questions-là, parce qu'il ne suffit pas d'investir. Vous investissez, vous produisez plus, et le producteur va vous skinner. C'est ça la réalité. L'autre question, je ne peux pas passer en revue l'ensemble des secteurs, parce que vous aurez beaucoup à dire. Je voulais juste attirer votre attention sur quelque chose qui me préoccupe beaucoup, et qui n'a pas trait à l'agriculture, qui a trait à Internet. Internet, c'est important. Alors, je vais vous dire une chose, les jeunes et les moins jeunes. Dans la zone MENA, vous savez ce que c'est l'ensemble des pays arabes plus l'Iran. C'est ça qu'on appelle la zone MENA. Nous sommes les avant-derniers en matière de haut débit. Je dis bien, nous sommes les avant-derniers en matière de haut débit. Les Russes sont très 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 avancés. C'est un pays qui a beaucoup avancé en matière de numérique, etc. Alors expliquez-moi, vous les jeunes et les moins jeunes, comment un pays comme le nôtre peut être avant-dernier dans le haut débit? Toi, ça va, moi, les Égyptiens encore plus vite. Alors comment voulez-vous faire fonctionner les universités de façon moderne? Comment voulez-vous faire fonctionner les entreprises de façon moderne? Moderne, ça veut dire non coûteuse. Parce que le coût, c'est facile. Mais comment faire fonctionner une université algérienne de façon moderne? Comment faire fonctionner une entreprise algérienne de façon moderne? Moderne, pour moi, ce qui est moderne, c'est ce qui maîtrise le coût, monsieur le recteur. Et le haut débit maîtrise le coût. Par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, moi j'ai des neveux qui sont chefs d'entreprise, il y en a qui ont le haut débit, qui ont le ou le haut débit, ça dépend. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On ne peut pas, en 2014-2015, vivre en situation de déficit de haut débit. Parce que l'entreprise moderne, c'est du haut débit. L'université moderne, c'est du haut débit. Les services modernes, c'est du haut débit. Donc, il faut absolument bouger dans cette direction, c'est ce que j'appelle. Et il n'y a pas de développement local sans haut débit. Quand si vous êtes isolé là-bas au fond, les Ferrandais, quel était Ferrandais? Moi j'aime beaucoup Ferrandais. Si vous êtes Ferrandais et vous n'avez pas le haut débit, c'est qui se. Alors, l'ancien ministre des PTT, là, de Cromafer, il a essayé de rationaliser un peu. Il a créé une société commune aux différents réseaux, parce qu'on a Sonelgaz qui a un réseau, Sonatrach qui a un réseau, évidemment Algérie Télécom qui a un réseau, etc.
Bon, il a essayé de mettre tout le monde ensemble pour rationaliser, développer, etc. Mais il y a encore beaucoup de boulot. J'ai pris ces deux exemples extrêmes, je pourrais en citer d'autres. Hein. J'ai pris l'exemple de l'agriculture et j'ai pris l'exemple du numérique. Il n'y a aucune raison de penser qu'on peut progresser en quoi que ce soit sans des progrès substantiels dans l'agriculture, pour des raisons que j'ai citées d'évolution du marché mondial, et de progrès substantiels en matière de numérique. Numérique, c'est-à-dire la capacité de recevoir, de traiter, d'envoyer de l'information avec une rapidité qui soit autre chose que à partir de 10 h du matin, c'est acceptable. Et c'est très important pour le développement local. Parce que je suis de ceux, contrairement à d'autres, qui ne croient pas aux histoires de vocation de telle et telle région d'Algérie. Nous sommes tous à avoir une vocation à faire beaucoup de choses. Alors, il y a des responsables, la wilaya n'a pas vocation à devenir industrielle. Lui était c'est comme Talia. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Nasman? Il faut qu'on fasse très attention, parce que ça a des effets débilitants. Moi, toi, tu ne fais pas l'industrie. Qu'est-ce que ça donne comme effet sur le citoyen? Moi, je considère que, sous réserve de quelques spécificités, évidemment, Boussaada n'est pas au bord de la mer, hein, il y a des spécificités régionales liées essentiellement à la localisation qu'il faut regarder, respecter, mais il y a chacun des territoires algériens a vocation à se diversifier. Chacun des territoires algériens a vocation à se diversifier. Et ça me paraît être un des points d'agacement de certaines populations dans notre pays. Parler de façon intérieure. Alors voilà, j'ai parlé dans quel sens il faut aller. Maintenant, quelles sont les conditions pour aller dans cette rénovation du développement local? Puisqu'il s'agit de ça, de rénover le développement local. Il y a plusieurs conditions. Je finirai par là. Vous avez 10 minutes, 9 minutes. 10, il y a pour moi 3 séries de conditions. 3 conditions pour simplifier. Pour rénover le développement local,